Dans le crépuscule déclinant, tandis que les derniers rayons du jour scintillaient dans les rues de Paris, Jean-Marie Bigard était assis tranquillement dans sa petite chambre, ses yeux lourds, regardant par la fenêtre. À 70 ans, après avoir fait rire la France pendant des décennies avec ses histoires drôles, il a finalement dû faire face à une douloureuse vérité. Tous les rires qu'il procurait au public ne pouvaient pas cacher le vide profond de son âme. Cette reconnaissance ne s'est pas produite comme un raz-de-marée, mais comme un vent froid, s'infiltrant dans chaque crevasse de sa mémoire, le faisant frissonner devant les cicatrices que le temps et la vie avaient gravées dans son cœur. Jean-Marie Bigard, célèbre humoriste, acteur, homme au cœur sensible, fait aujourd'hui face à la plus grande tristesse de sa vie. Cette tristesse ne se limite pas aux échecs professionnels, aux rejets ou aux disputes publiques houleuses. C'était un sentiment de vide, une perte indescriptible, comme s'il avait trop abandonné pour la gloire. Il y avait des nuits où les lumières de la scène étaient éteintes, où les rires du public avaient cessé. Bigard était assis seul, se demandant si les années de dévouement à l'art avaient vraiment apporté le bonheur. La réponse, douloureusement, est souvent un silence obsédant, un rappel que la vraie joie ne réside pas dans les guichets à guichets fermés ou les ovations debout, mais dans les choses simples qu'il a laissées passer par inadvertance. Jean-Marie Bigard est né le 17 mai 1954 à Fontaine-Luyère, un petit village du département de l'Aube, en France. Cadet de 4 enfants, il a grandi dans des conditions difficiles. Son père, charcutier, a dû abandonner son travail pour des raisons de santé, tandis que sa mère travaillait comme ouvrière dans une usine de pièces automobiles. Cette vie humble n'a pas apporté de privilèges à Bigard, mais elle lui a appris la valeur de la patience et du travail acharné. Les étés passés à la ferme de ses grands-parents étaient de rares souvenirs heureux, où il pouvait courir librement et s'immerger dans la nature. Mais chaque mois de septembre, lorsqu'il devait retourner à l'école, il ressentait une tristesse indescriptible, comme s'il était séparé du monde libre qu'il aimait. L'école, pour Bigard, était un lieu de pression et d'enfermement. Il n'était pas un élève brillant, non pas par manque d'intelligence, mais parce qu'il ne supportait pas les contraintes du système éducatif. Il faisait souvent rire ses amis avec ses blagues malicieuses, mais cela ne suffisait pas à l'aider à traverser ses années d'école. À l'adolescence, alors que les premières émotions et la découverte de soi colorèrent la vie, Bigard s'éloigna de plus en plus de ses études. Il redouble en quatrième, puis est envoyé dans un pensionnat privé au Mesnil-Saint-Loup. Là, le sentiment de solitude et de séparation d'avec sa famille le rendait encore plus déprimé. Mais c'est au cours de ces années difficiles que Bigard découvre quelque chose. Il a la capacité de faire rire les gens, un don qui va plus tard façonner toute sa vie. Jeune homme, Bigard ne rêvait pas de devenir humoriste. Après avoir obtenu un BEP en génie mécanique général, il s'est essayé à différents métiers. Il a été professeur d'éducation physique pendant 2 ans, puis a géré une boîte de nuit. Ses emplois, bien que sans rapport avec l'art, l'ont aidé à mettre en pratique ses compétences en communication et à observer les gens. Mais au fond, Bigard savait qu'il voulait quelque chose de plus grand. À l'âge de 20 ans, sa vie subit un coup dur. Sa mère, à laquelle il était très attaché, décède d'un cancer. Un an plus tard, son père a été assassiné dans une affaire qui n'a jamais été résolue. Ces pertes successives ont non seulement laissé un vide dans le cœur de Bigard, mais lui ont également fait sentir que la vie était une série d'injustices imprévisibles. Après ces événements, Bigard décide de quitter sa ville natale pour Paris, où il espère trouver l'occasion de changer de vie. Mais la capitale glamour ne l'a pas accueilli à bras ouverts. Il a participé à des centaines d'auditions, mais n'a obtenu qu'un petit rôle dans une publicité pour le fromage Bourseau, où il jouait un Indien. Ses débuts à Paris furent difficiles, car il vivait avec peu d'argent et du soutien d'inconnus, comme le propriétaire du bistrot en face du théâtre du Point-Virgule, où il se produisait. C'est au Point-Virgule, un minuscule théâtre, que Bigard débute son parcours d'humoriste. Mais même là, son public se comptait sur les doigts d'une main, généralement pas plus de 15 personnes par soir. En 1984, Bigard joue la pièce détachée à la Pointe-Virgule,
mais celle-ci ne parvient pas à attirer l'attention. Il a persévéré, écrivant et jouant avec des amis comme Tex et Laurent Baffy. La véritable opportunité se présente en 1987, lorsqu'il est invité à participer à l'émission La Classe sur la chaîne FR3. Avec son humour audacieux, parfois vulgaire, Bigard a rapidement conquis le public. En 1988, son premier spectacle solo, Vous avez dit Bigard, devient un succès, marquant le début d'une brillante carrière. Depuis, il n'a cessé de lancer de nouveaux spectacles, comme 100% tout neuf et Bigard rencontre le paquet, qui ont attiré des millions de téléspectateurs et l'ont imposé comme l'un des meilleurs humoristes français. Mais le chemin vers le succès de Bigard n'a pas été facile. Son style d'humour, qui tourne souvent autour de sujets sensibles et parfois vulgaires, a fait de lui le centre de nombreuses controverses. Certains aiment son honnêteté et son audace, mais beaucoup le critiquent aussi pour son manque de sophistication. Ces critiques, malgré tous ses efforts pour les ignorer, ont laissé des cicatrices invisibles. Il a un jour confié dans son autobiographie « Rire pour ne pas mourir » que les jugements du public et des médias lui donnaient parfois le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur. En plus de ses difficultés professionnelles, Bigard a également dû faire face à des défis personnels. Son premier mariage avec Claudia, une danseuse brésilienne, a duré près de 2 décennies, mais a été houleux. Malgré tous leurs efforts pour avoir un enfant, des années de traitement et même l'utilisation d'insémination artificielle, ils n'ont accueilli leur fils Sacha qu'en 2009, alors que leur relation était déjà rompue. Le divorce en 2011 a laissé Bigard avec un profond sentiment d'échec. Il a admis un jour que ne pas être capable de maintenir une famille heureuse était l'une de ses plus grandes souffrances. Sacha, qui vit désormais avec sa mère au Brésil, est un souvenir que Bigard chérit et regrette à la fois, car il ne peut pas être avec elle aussi souvent qu'il le souhaiterait. Un second mariage avec Lola Marois, comédienne et humoriste, donne à Bigard un nouveau départ. Ils se sont rencontrés lors d'un concert dans la pièce Clérambard en 2008 et se sont rapidement attachés. En 2012, ils ont accueilli les jumeaux Bella et Jules, mais cette joie a été rapidement mise à l'épreuve lorsque les 2 bébés sont nés prématurément et ont dû rester dans une couveuse pendant des mois. Lola Marois racontera plus tard dans son livre « À demain, mes amours que cette période fut l'une des plus difficiles pour eux. Bigard, malgré ses efforts pour être fort pour sa femme et ses enfants, ne pouvait cacher sa peur et son impuissance face à la possibilité de perdre les personnes qu'il aimait le plus. La santé de Bigard était également un défi majeur. Il avait souffert d'un accident vasculaire cérébral, de diabète et de polyarthrite rhumatoïde, une maladie douloureuse qui provoque des douleurs chroniques. En 2016, il a failli perdre la vie en s'effondrant sur scène lors d'une représentation à Florac. Il a décrit le moment comme si la scène lui avait sauté au visage. Et, lorsqu'il a repris conscience, il a réalisé qu'il était très proche de la frontière entre la vie et la mort. Plus récemment, en avril 2025, une chute l'a laissé hospitalisé, le forçant à annuler 2 spectacles de la tournée. J'arrête les conneries. Ces problèmes de santé ont non seulement affecté sa santé physique, mais ont également forcé Bigard à faire face au fait qu'il n'était plus aussi jeune et invincible qu'il l'était autrefois. L'une des plus grandes souffrances de Bigard fut sa lutte contre l'alcoolisme. Il avait l'habitude de boire jusqu'à 2 litres d'alcool par jour, une habitude qui, il le savait, le détruisait. En 2023, il a fièrement déclaré qu'il était sobre depuis 1 an, mais fin 2024, il a admis avoir rechuté. Dans une interview, il a partagé qu'il ne pouvait pas imaginer un repas sans vin, mais il a également promis à sa femme qu'il essaierait à nouveau d'arrêter. Ce combat ne concerne pas seulement la santé, mais aussi l'estime de soi et le désir d'être un meilleur mari et un meilleur père. Chaque fois qu'il ne parvenait pas à arrêter de boire, Bigard avait le sentiment de s'être trahi lui-même et d'avoir trahi ses proches. La tristesse de Bigard venait aussi d'un sentiment de solitude, même s'il était toujours entouré de public et d'amis.
En tant que célébrité, il avait souvent l'impression que les gens autour de lui n'aimaient que son image sur scène, mais ne comprenaient pas vraiment son vrai visage. Des amis proches comme Pierre Palmade, qu'il considérait autrefois comme un frère, s'éloignent peu à peu, surtout après les événements de la vie de Palmade. Bigard a exprimé ses regrets que leur relation ne soit plus ce qu'elle était, et il a hâte de s'asseoir avec Palmade, d'écrire des scénarios et de rire comme au bon vieux temps. La carrière de Bigard, bien que brillante, a aussi laissé des cicatrices. Il a suscité la controverse en 2008 lorsqu'il a exprimé à la radio son point de vue sur les théories du complot liées aux attentats terroristes du 11 septembre. Ces déclarations lui ont valu de nombreuses critiques et il a